Bonsoir, merci d'être aussi nombreux. J'étais pas trompé. Donc nous sommes très heureux d'accueillir Fred Boucher de Diaphane, qui vient de Creil, pour nous parler de votre travail autour de la photographie industrielle, le festival Usimage et tout le travail de sensibilisation que vous faites dans la région. Donc on dit les Hauts-de-France maintenant. Oui, on dit les Hauts-de-France. Ouais. Camille va présenter avec moi cet échange. Bonsoir. Donc pour cette deuxième rencontre de notre thématique travail, on remercie Millefeuille de nous accueillir. Et donc après avoir discuté avec Marion Poussier le mois dernier de son projet Corps de ballet et de son travail de photographe, nous recevons donc Fred Boucher qui est co-directeur artistique avec Adriana Vatel de Diaphane. Depuis 1991, Diaphane œuvre à l'éducation à l'image photographique et à ses diffusions sur l'ensemble de la région et au-delà. Entre soutien à la création et offre de médiation culturelle, Diaphane invite des photographes pour des résidences de recherche et de production, des ateliers en milieu scolaire, construit aussi des partenariats avec la Gaspésie ou Hong Kong et édite des livres de photographie. Diaphane organise également depuis 2004 les Photonales, un festival annuel dans la ville de Beauvais, ainsi qu'Usimage, une biennale consacrée à la photographie industrielle, lors de laquelle il récompense le meilleur ouvrage dédié à une commande photographique d'entreprise. Les expositions d'Usimage ont souvent lieu sur d'anciens sites industriels ou au milieu de quartiers populaires à la rencontre des publics. Et nous avons donc l'occasion ce soir d'aborder les différents enjeux du travail de Diaphane, que ce soit avec les photographes ou avec son territoire. Nous nous intéresserons plus particulièrement à la 3e édition d'Usimage qui se déroule actuellement jusqu'au 15 juin sur le territoire de l'agglomération de Creil sudoise. En effet, cette année, le festival interroge la liberté du regard sur le monde du travail. Et donc on va te passer la parole, Fred, sur ces bons mots, pour peut-être présenter quelques travaux. Tout a été dit là. Voilà, bonjour, merci de votre présence. Il fait beau et c'est dur d'être enfermé, mais bon, on va quand même passer un petit moment ensemble. Alors moi j'ai préparé une petite projection en 4 temps qui sont 4 travaux photographiques qui m'ont intéressé dans la programmation de Usimage de cette année. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je reprécise quelques points sur Diaphane. Effectivement, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est sur cette question du travail, de la représentation du travail, de la relation à la photographie industrielle. Et on s'était rencontrés il y a 2 ans sur une exposition qu'on avait faite ensemble, dans un quartier populaire et dans un lieu effectivement pas du tout adapté à la monstration de ce type d'image, mais les images avaient résisté au temps et aux dégradations, on peut le dire. Diaphane, voilà, tu as tout dit. Comme on a développé un certain nombre d'actions de festivals depuis 2004 et en 2015 on s'est attelé à cette manifestation qui s'appelle Usimage, dont on a trouvé le nom, parce qu'on aime bien trouver des noms un peu bizarres comme le Photonal, Usimage, voilà. D'ailleurs, ça fait toujours la correction orthographique dans les dossiers, c'est usinage, pas usimage, voilà. Et donc, la demande était effectivement une demande d'un territoire qui a été fortement désindustrialisé. Et donc, cette question d'un territoire désindustrialisé, il y avait une volonté de la part des élus, et là c'est Diaphane qui répond en quelque sorte à une commande, de trouver une manifestation qui était basée sur la question du patrimoine industriel. Donc immédiatement, on a dans la réflexion développé 3 axes par rapport aux images. Un premier axe qui était de montrer effectivement le patrimoine industriel. Alors bien évidemment, quand vous êtes face à des élus, ils veulent voir leur patrimoine industriel du bassin, donc essayer de retrouver des images qui pouvaient exister dans les entreprises. Le deuxième axe, c'était de montrer, d'essayer de proposer des expositions de photographes qui travaillent sur le monde industriel. Il y en a encore. Et le troisième axe, c'était de présenter, de proposer à des jeunes photographes des résidences dans des entreprises pour constituer une sorte de mémoire de ce territoire. On essaye de mener les 3 axes de front chaque année.
ça se construit, c'est quand on lance un festival, on part un peu dans tous les sens et puis après on affine pour essayer d'avoir une cohérence dans la programmation. Parfois on est plus ou moins cohérent. Je pense qu'on a atteint là un juste équilibre. Depuis donc, biennale, c'est une biennale, donc ça fait 3 éditions. Moi j'ai senti fortement l'envie d'explorer les fonds photographiques. Alors les fonds photographiques, on a toujours essayé de le faire dans les éditions, mais de mobiliser des structures, mobiliser des institutions qui peuvent avoir des fonds et qui soit les ont oubliés, soit ne voient pas forcément l'intérêt de les montrer. Donc cet axe-là est quelque chose de plus important cette année. Et sur les résidences des jeunes photographes, eh bien, la difficulté qu'on peut avoir, c'est d'avoir des entreprises qui acceptent justement de laisser une carte blanche pour les photographes. Donc, pour en revenir à Usimage, l'autre paramètre qui était important dans cette programmation et dans la manière de présenter les photos, c'est que ce territoire ne possède que très peu de lieux d'exposition. Il y a 2 lieux d'exposition sur l'ensemble du territoire et la manifestation doit être répartie sur l'ensemble des communes de manière équitable entre les grandes communes et les petites communes. Et donc la monstration en extérieur fait partie, je dirais, de l'ADN de la manifestation pour permettre à des petits villages de présenter les photos. On a refusé dès le départ d'utiliser les salles des fêtes et les grilles caddies qui est l'alternative en milieu rural pour présenter des expositions, et donc plutôt opter pour une manière de les présenter en extérieur. Donc il faut faire de la construction, de supports, des tirages spécifiques, en dibond direct, etc. Donc tout ça a un coût et on a été suivi, je dirais, par les institutions sur cette cohérence et cette envie de montrer, je dirais, proprement les œuvres. Parce que parfois, certaines expositions ne sont pas dignement montrées. Donc, ce que je me propose de faire, c'est de vous présenter 3 photographes qui ont été exposés cette année dans Usimage. Donc un premier photographe, André Kertész. Alors vous connaissez André Kertész. On peut s'étonner qu'il ait travaillé pour un commercial works, mais effectivement il a fait 2 reportages dans sa vie en 1944 lorsqu'il était aux États-Unis pour ce qu'on appellerait du corporate, ou alors ce que les photographes aiment bien dire aussi de l'alimentaire, vous savez, cette distinction entre alimentaire et travail d'auteur. Donc André Kertész, en 1944, pour illustrer l'effort de guerre des États-Unis, va faire 2 reportages, un sur American Viscose Corporation et un autre sur Firestone qui fabrique des pneus mais aussi des canoës pour le débarquement sur la Normandie. Il a du mal à travailler parce qu'il n'a pas encore tous les papiers au niveau de sa nationalité, et donc c'est les premiers reportages qu'il va réaliser en 1944. Ce fonds photographique est détenu par la médiathèque de l'architecture et du patrimoine à Fort Saint-Cyr, et donc dans la donation André Kertész, lorsqu'elle a été réalisée, la donation, il y a tous ces plans films qui sont arrivés. Donc Mathieu Rivalin, qui s'occupe du fonds Kertész, avec qui j'ai déjà travaillé pour une autre exposition des Photonales, m'avait gentiment informé de ce fonds et que ces 2 reportages n'avaient jamais été montrés. Ils sont constitués de 122 plans films à peu près chacun, 122 plans films pour 3 journées de reportage par le photographe. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu les plans films. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, ce qu'on a mis en avant dans l'exposition, c'est que les photographies de Kertész sont extrêmement recadrées pour les utilisations commerciales, pour le dépliant et pour le magazine Fortune qui a commandité le reportage sur Firestone. Qu'on n'a absolument aucun écrit de Kertész, hormis un tout petit carnet où il met la date de son reportage et les 3 jours qu'il va y passer.
que la majorité des photos sont rééclairées avec des lumières qu'on voit parfois apparaître dans les plans films, avec les fils au sol. Donc il doit être sûrement accompagné de personnel de l'entreprise ou d'un assistant, mais il n'y a pas dans ces notes présence d'assistant. Voilà. Ce travail n'a jamais été présenté parce que Kertész s'en fiche complètement, donc on est dans une question de réinterprétation de l'œuvre, est-ce qu'on a le droit de montrer ou pas. Ce qui a été décidé par Mathieu Rivalin et moi-même, c'était de montrer les photos telles qu'elles avaient été recadrées pour les dépliants pour l'exposition et de présenter l'ensemble des plans films sous forme de planches contact agrandies, grand format. Les planches contact c'était du 10-15 je crois, on a fait 13-18 pour que ce soit un peu plus lisible et pour montrer un peu le travail et comment il travaillait dans la multiplicité des points de vue aussi par rapport à ce sujet. Alors une première photo, je ne sais pas si on la distingue très bien, donc on a des fils qui sont constitués par une machine à la droite qui va constituer des bobines de fils. Donc on a un principe de mise en scène, donc là vous voyez la photo dans son entièreté, sans recadrage. Donc tout est absolument rééclairé avec des lampes et donc sur un temps de pause qui est relativement important. Donc la plupart des photographies sont extrêmement posées. Les jeunes filles sont souvent très apprêtées avec des robes, des chaussures avec escarpins et en dehors de toute considération de sécurité, voilà. Alors voilà la photo qui a constitué l'affiche. Cette photo est présentée en entier ici, mais elle est complètement recadrée au niveau du coude. Et donc on s'aperçoit aussi, et ça on le verra aussi dans le travail de Jean-Pierre Sure, que les photos, lorsqu'elles sont cadrées plein pot, elles sont absolument magnifiques, quoi. Elles tiennent, il n'y a pas de problème pour les laisser telles quelles. Donc moi, ma grande frustration dans cette exposition, c'est de ne pas avoir présenté cette photo comme ça, mais de l'avoir présentée comme elle était recadrée dans le dépliant du commanditaire, mais recadrée pour des besoins de graphisme et des besoins utilitaires. Donc voilà, c'est la question de la réinterprétation de l'œuvre, et aussi on verra avec Sure, dans la discussion que j'ai pu avoir avec la fille de Jean-Pierre Sure, moi mon parti pris était de monter les photos, et je vous les montrerai après, telles qu'elles étaient cadrées en 6:6. Ça a été accepté et elles sont montrées en 6. Donc c'est intéressant sur la question de revisiter les œuvres. Alors là, vous voyez, on peut penser dans cette série aussi aux images de Friedlander sur Factory Valley ou d'autres photographes américains qui ont pu travailler sur la question du corps, la relation du corps à la machine, comment le corps peut être entouré, transgressé par la machine. On a ici, je vous ai mis 3 petites variantes de photos avec le principe de la pose, une personne de couleur au milieu et puis pratiquement le même endroit avec une dame et puis une autre, cette même dame qui se retrouve un peu comme dans la photo précédente au milieu des bobines. Donc là on est dans une approche très classique, vous voyez les lumières très artificielles, les lumières qu'on trouve sur la droite de l'image, on ne voit pas très bien, je suis vraiment désolé sur cette photo. Et puis alors là une série de portraits, alors effectivement Kertész on connaît ses portraits plutôt intimes, les portraits avec son épouse, donc là j'ai choisi dans ces 4 portraits le travail de mise en scène, vous voyez, très intéressante avec le rôle des femmes en secrétaire parfaitement coiffées en arrière-plan, le big boss au milieu, le big boss qui regarde aussi le tissu et puis les hommes qui discutent entre eux de business. Donc on est dans la question des archétypes de la mise en scène. On parlait tout à l'heure de Cédric Martini sur son travail depuis des années sur les mises en scène. Donc on retrouve un peu ça ici. Je vous ai gardé celle-là aussi. Donc pourquoi cette photo 4 personnes de couleur, blouse blanche, dans ce lieu complètement vide. Voilà, c'est assez étonnant. Une petite question, tu disais au début que non, vous avez présenté, ces images-là ont été présentées sous forme plutôt de planches contact, donc en petit format, et qu'en grand format, vous avez plutôt présenté des images recadrées que nous, on n'a pas eu l'occasion de voir ce soir. Non. Du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix-là, de mettre l'accent sur les images plutôt recadrées ? C'est la question de la donation, tout
simplement, c'est-à-dire que y a une référence au niveau des tirages qui sont dans le cadre de cette donation. Donc à partir du moment où on fait des retirages, alors le process est très simple, c'est numérisation des plans films de Kertész. Ensuite, les tirages sont réalisés par la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, puisque les négatifs ne sortent pas de cet espace. Et l'interprétation possible, il n'y a pas d'interprétation possible, parce que ce que Kertész a validé, c'est ce dépliant à la fois publicitaire, de communication pour l'entreprise, et les photos qui sont dans Fortune. Et dans Fortune, il y a 2 photos. 3 photos avec un paysage, et il y en a 122 ou 130. Donc, c'est la question de l'interprétation est limitée à ce moment-là. Alors, donc Jean-Pierre Sudre, tout le monde connaît Jean-Pierre Sudre à peu près. Donc ce photographe décide au bout de 10 à 15 ans de travail commercial d'avoir une rupture et d'arrêter complètement. L'ensemble de ces photographies ont été versées pour l'instant. Il est représenté par des galeries. Ce qui est connu de lui, c'est les cristallographies, les matériographies, c'est-à-dire un travail sur la matière photographique dans le laboratoire. C'est-à-dire qu'il fait des sujets de paysage à partir des réactions chimiques au niveau du laboratoire. Ça, c'est ce qui a été son œuvre, et les natures mortes. Donc il est bien évident que ce travail dans les entreprises, ça ne l'intéressait pas forcément de le montrer. C'était présenté sous forme de classeurs, comme ça, voilà, ça ce sont des planches de classeurs. Les photos sont archivées sous forme de planches contact collées sur du papier et numérotées avec des petits chiffres qui sont là-haut. Alors, ce qui est compliqué lorsqu'on rentre dans un fond, c'est on l'aborde comment, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des tonnes d'images qui sont formidables. Quand on aime la photo industrielle, on trouve tout formidable. Donc pour une exposition où il y a à peu près 60 images, à un moment donné, il faut quand même s'arrêter sur des choix et des orientations. Puis après, il y a des chercheurs qui peuvent se plonger dans le fond pour à la fois étudier peut-être la spécificité du regard. Est-ce qu'il y a une spécificité du regard de Jean-Pierre Sudre dans le contexte de l'après-guerre? Et est-ce que ces images sont intéressantes pour documenter justement la reconstruction de la France? Parce qu'on est au cœur de ce principe-là. Autant avec Kertész, on est dans l'effort de guerre et on voit très bien qu'il y a cette volonté. Jean-Pierre Sudre, moi quand je vois les images, je suis dans la France de la reconstruction, quoi. C'est la glorification du progrès technique, hein, c'est très simple. Donc là, ce que je vous présente, c'est quelques approches au niveau des planches contact. Vous voyez, il y a des planches contact qui sont assez drôles, avec des tubes à essai, des tuyaux qui vont dans tous les sens. Alors après, on se dit, encore une fois, effectivement, la nature morte chez Jean-Pierre Sudre, c'est quelque chose d'important. Mais alors déjà, il s'amuse. Hein. Il s'amuse. C'est génial, vous avez ça à un laboratoire et vous faites des photos. Hein, et vous vous amusez. Est-ce qu'on peut encore s'amuser dans les laboratoires? J'espère, mais bon. En tout cas, apparemment, il n'avait pas un directeur de la communication derrière lui pour lui dire arrête de photographier les tubes à essai, ça ne sert à rien, on n'a pas le temps. Donc voilà les tubes à essai. Alors après, il y a des choses assez intéressantes. Regardez la photo de gauche, vous la verrez un peu en plus grand tout à l'heure, elle est absolument extraordinaire, ce portrait de ce type de profil avec la machine des années 60 juste derrière, c'est assez rigolo. Donc vous voyez, voilà, donc là, une approche plutôt autour de la thématique du tuyau, vous voyez, le tuyau, la grande usine chimique, donc alors là, c'est pour réalité. Alors là, c'est intéressant parce que justement, dans l'exposition, il y a certains sujets qui sont pour les magazines. Donc réalité, c'est un magazine. Là, donc on voit que pour réalité, il peut s'ouvrir peut-être un peu plus. En tout cas, on le laisse faire. Hein. Pas de problème par rapport à ça. Et puis donc, vous voyez, ça continue pour réalité. Voilà, les tuyaux, les salles. Alors là, ensuite, pour Amka. Alors Amka, c'est Simca. Hein. Donc, alors on trouve cette planche contact dans cet état-là, et puis à côté on trouve une image. Alors, dommage, vous ne la voyez pas, cette dame, elle est assise et elle est en chaussons dans la voiture.
Voilà. Donc ça c'est une image. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a la planche contact de Jean-Pierre Sud, on a des indications parfois, des indications de choix ou des indications de recadrage, mais qui sont liées aussi au commanditaire. Mais ce que l'on s'aperçoit aussi, ce qui est très intéressant et ce qui rejoint un peu mon dada, c'est qu'il photographie les machines, mais il ne fait pas que ça. C'est-à-dire qu'il photographie les machines, mais ça lui permet aussi de photographier des gens, des ambiances, de développer par rapport à une pratique qui est commanditée, une autre approche. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ces machines, il va les photographier quand elles arrivent dans l'entreprise. Donc elles sont toutes propres, toutes neuves, et il les photographie, elles sont installées dans un espace, à mon avis, lumineux. Là on peut voir qu'il y a quand même une verrière donc, qui donne un éclairage naturel, contrairement à Kertész qui lui est rééclairé, là on est en lumière naturelle. Il les fait installer et ensuite elles sont sûrement installées pour l'utilisation. Donc ça c'est, quand vous arrivez dans ces planches contact, c'est passionnant de voir ces machines, quoi. Vous dites, c'est incroyable. Et quand on a la planche contact, on voit le parcours aussi du photographe qui est pas inintéressant. Donc vous avez d'autres exemples comme ici. Voilà, donc ça c'était les brochures, on a très très peu de brochures, parce qu'en fin de compte ils ont brûlé. Ce qui s'est passé c'est que quand Jean-Pierre Sud a déménagé de Lacoste pour revenir à Aix-en-Provence, quand il a arrêté ses stages, Fanny, sa fille, m'a raconté qu'ils ont brûlé énormément de documents, les factures, tout ce qui est intéressant pour justement pister comment ça se passait, un peu l'historique de ça, tout ça c'est brûlé quoi, les factures. Donc gardez vos factures, gardez tout ça pour vous, plus tard, ça serait intéressant pour l'analyse. Bon, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de factures. Je sais, vous êtes. Je pense que tu pourrais. Oui, tu pourrais, toi. Tu es sur un territoire qui est massivement désindustrialisé, avec peut-être même un taux de chômage assez élevé. Comment le public réagit à ces photos? Autrement dit, quel est l'intérêt, entre guillemets, de montrer de telles photos à des gens qui n'ont plus de boulot, quoi. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que samedi, j'étais justement dans l'Expo Sud pour faire une visite. Bon, j'ai eu 2 personnes, c'était quand même une bonne jauge. Mais dans les 2 personnes, il y a une 3e personne qui est arrivée, effectivement, qui m'a engueulé. Et qui m'a dit, mais comment vous montrez ces images? Moi je t'engueule pas. Non, mais je sais pas. Non, mais qui m'a engueulé en disant, ouais, mais c'est vous le photographe? Je dis, non, c'est pas moi le photographe. Il n'y a pas du bien à regarder les photos. Et son discours, c'était ça, c'était effectivement, ces enfoirés, ils ont désindustrialisé, comment vous montrez ça? Et puis ouais, les images, mais vous vous rendez pas compte ce que c'était que de travailler dans ces conditions, machin. Donc ça, c'est effectivement intéressant. Alors, ça pose question, parce qu'effectivement, on n'a pas le son, pas les images. On n'a pas le son, on n'a pas l'odeur, on n'a pas la chaleur, on n'a pas. Donc, on est dans une forme de nostalgie par rapport à ces photos aussi. Ça, c'est aussi intéressant de voir comment, quand je disais tout à l'heure, on n'a pas forcément les références par rapport à la technologie ou des choses comme ça. Oui, ça pose des questions. Et sur la question de nostalgie, si ça touche le territoire, ça fonctionne. Après, on va aborder aussi la photographie contemporaine et des gens qui peuvent aller dans des entreprises pour faire des photos. Là, on est sur un autre registre par rapport à la perception qu'ils peuvent avoir de la photo, à la fois contemporaine. Mais je dirais que sur des photos anciennes, la perception, elle passe quand même mieux, globalement. Parce qu'il y a cette question de la distance dans le temps. Et hormis la personne dont je te parle qui est venue, les réactions sont plutôt dans ah non, c'était comme ça, et donc on n'a pas le son et on n'a pas on n'a pas les contraintes du bruit, quoi. Parce que la soudure, vous avez été dans une entreprise, c'est quand même extrêmement bruyant, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, quand il va dans les entreprises pour Languépin, qui est cette qui fabrique ces outils, ces machines. C'est pas l'entreprise dans laquelle il va qui est le commanditaire de la photo, c'est les machines Languépin. Donc lui il y va pour photographier les machines, mais après il est relativement libre pour faire ses photos. Et moi ce qui m'intéresse, si tu veux, et quand on regarde les planches contact, c'est aussi ça qui peut être marquant, c'est comment il fait il va sur des choses qui photographiquement l'intéressent.
et il ne reste pas sur son commanditaire. Et c'est ce que j'aimerais qu'on arrive que ça évolue dans la tête des chefs d'entreprise, cette question-là, pour les photographes. C'est-à-dire que comment, à un moment donné, on oublie ce pourquoi le photographe est là pour l'amener à... Il est là, mais justement, il va peut-être nous proposer autre chose. Moi, ce qui me paraît important, c'est de remettre, comme tu le dis, la place du commanditaire, la marge de liberté du photographe, ou non, et comme ça les choses sont extrêmement claires, et s'il n'a pas de marge de liberté, ou s'il en a une, qu'est-ce qui lui permet d'avancer dans sa pratique, de faire évoluer sa pratique, et de dégager peut-être un regard personnel ou pas. Est-ce qu'on peut parler je reviens sur mes questions provocantes du début sur alimentaire, corporate ou auteur, si on fait des classifications ou auteur et alimentaire, c'est encore plus simple. Est-ce que ça dialogue entre eux ou pas? Moi j'espère et je pense que ça dialogue entre eux, et ce qu'il faut arriver à faire, c'est pas nous entre photographes, c'est faire avancer la pensée des décideurs. Mais la pensée des décideurs, c'est que tous les photographes devraient aller dans les agences, dans les écoles de commerce pour ouvrir tous nos décideurs à ce qu'est l'image, quoi. Sur cette question-là, je me faisais le parallèle avec les élus qui ont en fait, donc les politiques, qui ont commandité, qui ont démarché Diafam en demandant de créer les images. Ils ont la même formation universitaire que les responsables d'entreprise. Ils ont, pour certains, fait les mêmes écoles ou les mêmes grandes écoles. Qu'est-ce qui fait que des politiques vont avoir envie de mobiliser cette mémoire photographique et que des industriels, des entrepreneurs vont finalement la dédaigner, parce que là c'est même pas s'y opposer, c'est carrément l'ignorer. À partir de ce moment-là, ce qui est intéressant, je dirais, c'est que le gros travail qu'on a à faire nous aussi, c'est que chaque édition, chaque résidence, c'est aussi un moyen de changer le regard des gens qui peuvent décider de faire qu'un festival existe, de donner des subventions, et faire qu'on change l'axe de la vision globale. Alors pour les chefs d'entreprise, on ne parle pas du tout le même langage. C'est-à-dire que tout à l'heure je parlais du grain de sable qui pouvait venir dans l'entreprise, on n'a pas du tout les mêmes préoccupations. Donc je pense que c'est même encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'on vient dans un espace qui est fermé, dans un espace qui a des objectifs très précis, qui doit finaliser des process, produire des objets. Et que va venir faire un photographe dans un espace comme ça? Alors, je pense que les chefs d'entreprise qui sont un peu curieux vont ouvrir leurs portes, même si ça leur pose des problèmes, parce que la présence d'un photographe pose des problèmes dans l'espace, qui soient effectivement techniques ou des problèmes de circulation, de sécurité. Ça c'est une réalité aussi, même si c'est pas le problème essentiel. Mais ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où on ne parle pas de ce que le photographe va produire comme image, mais on parle de ce qu'il peut produire en termes de relations humaines au sein de l'entreprise, et là, on peut peut-être faire bouger les choses. Et c'est ce qu'on a noté par exemple dans la résidence de cette année, c'est que les photographes n'étaient pas là, on produit plus d'effets sur la dynamique interne de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il voyait un photographe, il était là avec sa chambre, donc il venait discuter avec lui. Après, le photographe faisait la photo, il lui ramenait le lendemain parce qu'il arrivait à la développer, et le mec, il la mettait sur sa machine, son portrait. Donc quelque part, il crée du dialogue. Et ce qui se passe à la fin, qui est pour moi le plus important, c'est que les chefs d'entreprise, les 2 sur 3, ils souhaitent avoir l'expo après chez eux. Les entrées pour intéresser les chefs d'entreprise et les ouvrir sur la pratique culturelle qui peut intéresser aussi leurs salariés. Donc c'est ça qui est passionnant par rapport à la photo, c'est que est-ce que la photo a plus d'intérêt
Est-ce qu'on parle de photo utilitaire qui sert l'entreprise ou est-ce qu'on parle de photographie qui peut faire bouger l'état d'esprit, l'ouverture d'esprit par rapport aux salariés? Il y a des champs, à mon avis, à explorer. Merci.